Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter un système financier qui pèse plus de 3000 milliards de dollars, mais où gagner de l'argent juste avec de l'argent, c'est interdit. Allez, on plonge ensemble dans le monde fascinant de la finance islamique. Alors oui, ça peut paraître complètement paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vraiment le cœur du réacteur de la finance islamique. C'est un monde où l'argent doit bosser. Il doit être lié à quelque chose de concret, un vrai projet. Et le banquier, lui, il est dans le même bateau que l'entrepreneur. Il partage les risques au lieu de juste prêter et d'attendre que les intérêts tombent. Voilà donc la définition officielle. Un système qui suit les règles de la charia et qui met en avant l'éthique et le partage des risques. Mais le point absolument crucial, c'est ce lien direct avec l'économie réelle. Pour faire simple, on ne finance pas une dette abstraite, on finance la construction d'un pont, l'achat d'une machine ou le stock d'un magasin, du tangible, du concret. Bon, alors, comment ça marche concrètement? Pour vraiment piger le système, il faut d'abord comprendre les 3 grands interdits qui en sont la base, le socle. Ça, c'est le principe le plus connu, le plus célèbre. L'idée, c'est que l'argent ne peut pas faire des petits tout seul, comme par magie. Contrairement à un prêt classique où le prêteur touche son intérêt quoi qu'il arrive, ici, toute rémunération doit venir de la performance réelle de ce qui a été financé. Un gain sans risque, c'est vu comme une forme d'exploitation. C'est aussi simple que ça. Le deuxième pilier, c'est la clarté. Fini le jargon incompréhensible et les petites clauses cachées en bas de page. Un contrat doit être limpide, transparent, pour que tout le monde sache exactement à quoi il s'engage. Le but, c'est d'éviter les malentendus, les conflits et de garantir une relation équitable. Et enfin, la 3e grande interdiction, elle s'attaque à la spéculation pure et dure. Toutes les activités où le gain de l'un est juste la perte de l'autre, sans aucune création de richesse réelle, c'est non. On pense par exemple au paris ou à certains produits financiers très complexes qui ne sont adossés à rien de tangible. Mais attention, la finance islamique, ce n'est pas qu'une liste d'interdits, loin de là. C'est surtout un ensemble de principes positifs. Le plus important, c'est le partage des profits et des pertes. C'est un vrai partenariat. Les investissements doivent aussi être halal, c'est-à-dire éthiques, et toujours liés à des biens concrets. Et pour s'assurer que tout est bien respecté, un comité d'experts supervise le tout. Ce tableau, il résume tout parfaitement. On voit bien comment tous ces principes s'emboîtent les uns dans les autres. De l'interdiction de l'intérêt au partage des risques, chaque règle vise en fait un seul et même objectif: construire un système financier qui soit plus juste, plus transparent et bien ancré dans l'économie productive. D'accord. Mais d'où vient ce système? Comment est-on passé d'un ensemble de principes très anciens à une véritable industrie mondiale? Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Les concepts de base, comme l'interdiction de l'usure, on les trouve depuis des siècles, et pas que dans la tradition islamique d'ailleurs. Mais leur transformation en un système bancaire structuré, avec des produits financiers, des banques, des institutions, ça, c'est une histoire bien plus récente. C'est l'histoire d'une adaptation au monde moderne. Alors, ce grand voyage y commence très modestement en 1963, en Égypte, avec une expérience locale. Et puis arrive le tournant de 1975 qui marque la naissance des premières grandes institutions. Les années 90, c'est la phase de standardisation, et les années 2000, c'est l'explosion mondiale. Aujourd'hui, c'est devenu un acteur tout simplement incontournable. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer une croissance aussi fulgurante? En fait, il y a 2 facteurs principaux qui ont joué le rôle de puissants accélérateurs. Le premier moteur, il est purement économique. À partir des années 70, le choc pétrolier a généré des richesses absolument colossales dans les pays du Golfe. Et tous ces fonds, ces pétrodollars, cherchaient des placements qui soient conformes à leurs valeurs. Ça a créé une demande explosive pour des produits financiers islamiques et ça a financé la création des premières grandes banques du secteur. Le second moteur, lui, est géopolitique. Il y avait une volonté très claire de bâtir des systèmes financiers autonomes, qui soient alignés sur une identité et des valeurs propres. C'était en quelque sorte une manière de renforcer son indépendance économique et de créer une alternative au système financier mondial qui dominait à l'époque. Et le résultat de tout ça, il s'affiche en un seul chiffre. Mais quel chiffre? Plus de 3000 milliards de dollars. C'est colossal. C'est l'estimation des actifs de la finance islamique à l'heure actuelle. Quand on pense à la toute petite caisse d'épargne en Égypte en 1963, on a vraiment changé de dimension. Et justement, cette croissance a complètement transformé la finance islamique. Elle est passée d'une sorte de curiosité régionale à un acteur mondial, à part entière. Alors, concrètement, ça pèse quoi aujourd'hui? On parle de plus de 2500 institutions, réparties dans plus de 80 pays. Et attention, ce n'est plus du tout une affaire qui se limite au Moyen-Orient, non. Des places fortes, comme Londres ou la Malaisie, sont devenues des hubs absolument incontournables. Et ce qui est fascinant, c'est que ça attire de plus en plus d'investisseurs non musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits par cette promesse d'une finance, plus éthique, tout simplement.
Ce parcours illustre parfaitement la transformation. Ce qui était au départ une niche, presque une affirmation identitaire, est devenu un segment totalement intégré de la finance mondiale, un segment qui parle à un public bien plus large, en quête de placements qui soient à la fois stables et porteurs de sens. Et c'est là toute la question pour l'avenir. Face aux crises financières à répétition, face à une demande croissante pour la finance durable, ce modèle qui lie le capital et l'économie réelle, qui prône le partage des risques et l'éthique, il a peut-être un rôle encore plus grand à jouer. La réponse, elle, reste à écrire.